Bonsoir à tous, je suis Marine Van Schoenbeck, je suis la présidente et la cofondatrice de Thanks for Nothing. On est ravis de vous accueillir ce soir donc pour un talk online sur le projet Heaven qui arrive en soutien aux 10 ans du fonds de dotation Merci. Alors, je vais vous présenter un peu le projet et puis l'ensemble de nos intervenants ce soir. On est évidemment ravis de vous accueillir comme ça. On aurait préféré vous accueillir au Palais de Tokyo et vous voir tous réunis autour des œuvres qui nous ont été offertes par plus de 30 artistes et leurs galeries. Donc, on trouve des solutions dans cette période pour se réunir. Et ce soir, on est un bon exemple puisque nous sommes nombreux à participer au talk. Je remercie évidemment tout le monde d'être présent ce soir. Le projet Heaven est né de la rencontre du fonds de dotation Merci et de Thanks for Nothing il y a maintenant 1 an et demi, par l'intermédiaire notamment de Philippe Journeau et de la compagnie de Falsbourg. Il se trouve que le fonds de dotation Merci agit depuis plus de 10 ans. La famille Cohen l'a fondé et ils ont un bilan exceptionnel de leurs actions d'une part à Madagascar. Ils développent actuellement le projet de la ferme de l'Envol et un projet très ambitieux d'accueil des réfugiés qui se nomme le projet Horizon. Comme vous le savez, pour ceux qui connaissent un peu les actions de Thanks for Nothing, la question de l'accueil des réfugiés, de l'accès à l'éducation et évidemment de l'environnement sont des enjeux fondamentaux pour nous. On avait déjà organisé une vente aux enchères avec la galerie Chantal Crousel en 2017 qui s'appelait We Dream Under the Same Sky. Et donc, c'est tout naturellement qu'on a souhaité réunir nos projets, nos ambitions, nos valeurs autour des 10 ans du fonds de dotation Merci. Alors, cette vente, elle s'appelle Heaven, puisque tous les projets du fonds de dotation Merci s'articulent autour de cette ambition qui est finalement de créer, on va aller jusque-là, une forme de paradis de l'engagement. Et donc, c'est naturellement qu'on a nommé ce projet à partir de l'œuvre offerte par la galerie Tadeusz Ropac qui s'appelle donc Heaven, et c'est l'œuvre d'Oliver Beer. Tous les projets de Thanks, en fait, s'articulent autour de la voix de l'artiste et aussi de la voix des associations. Donc, on a trouvé que ce mot, cette œuvre, ce titre rassemblait tout ce que nous voulions défendre à travers ces actions. Ce soir, donc, je suis très heureuse d'accueillir la famille Cohen, le fonds de dotation Merci et aussi une partie des galeries qui nous ont soutenus et aussi une artiste, Tou Van Kraan, qui fait partie des généreux donateurs pour cette vente. La soirée de ce soir va s'organiser en 2 temps. Premièrement, on va revenir sur les actions du fonds de dotation Merci avec donc Julien Cohen. Julien, je te laisse montrer où tu te trouves. Bonsoir à tous. Voilà. Julien Cohen, donc, qui est l'un des administrateurs du fonds de dotation Merci et le directeur bénévole, et Chloé Fréoa, qui est la directrice générale du fonds de dotation Merci. Bonjour. Voilà, et donc Chloé et Julien se trouvent actuellement dans les bureaux du fonds de dotation Merci et notamment devant une très belle photo des écoles et des élèves justement qui sont soutenus grâce à ces projets à Madagascar. Ils seront en conversation et on est ravis de la retrouver ici avec Julie Mamoumani qui est journaliste et qui suit depuis le début ce projet et qui va revenir justement sur le bilan dont je parlais et les 3 projets qui seront financés par cette vente aux enchères caritatives. Dans un deuxième temps, on va parler plus de la façon dont on a monté la vente aux enchères. Et là, je vais laisser la parole à Anne-Sara Benichou, qui est la directrice chez Thanks du projet, mais qui est aussi une galeriste remarquable, qui a monté sa galerie depuis 5 ans. Elle a couché sa fille, mais en fait, il y a 5 minutes, elle était aussi avec son petit bébé dans les bras. Donc, on est évidemment ravis que Anne-Sara soit là. Et donc, c'est avec Anne-Sara et toute l'équipe de Thanks for Nothing, bien sûr, Blanche, Anaïs, Clarisse, Lara, Marie-Aska et toutes les personnes qui ont œuvré à ce projet que nous avons coordonné cet événement. Et donc, Anne-Sara, je te laisse parler de la façon dont on a structuré la vente et comment Yabina Benahi, qui est la journaliste qui va faire cette table ronde, va aborder le sujet. Merci. Ah, voilà. Bonsoir, merci Marine, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir et merci encore à tous les intervenants d'être avec nous. Alors, la vente Heaven, voilà, le petit catalogue que vous avez sûrement tous vu, effectivement. C'est vraiment l'aboutissement de cette collaboration depuis 1 an pour célébrer les 10 ans du fonds de dotation Merci. Après un mois solidaire, après un concert solidaire avec M au Trianon. Voilà, la vente, c'était vraiment ce 3e temps pour laquelle on a été sollicité une 30aine de galeries internationales et installées à Paris qui ont, d'une façon absolument incroyable et très généreuse, offert chacun une œuvre.
avec l'accord des artistes à chaque fois, donc des galeries françaises, des galeries internationales qui se sont toutes mobilisées à nos côtés et qu'on remercie vraiment tout particulièrement parce que même dans la conjoncture actuelle, même avec tout ce qui se passe, les galeries ont maintenu leurs dons, sont restées solidaires, sont restées auprès de nous parce que la vente devait avoir lieu au mois d'avril et puis elle a été décalée et elle a finalement lieu en ce moment. Et vraiment, tout le monde a maintenu les soutiens incroyables qu'on connaît auprès de nous. Donc, ce soir, pour parler de la vente et de ses dons, on aura avec nous Loïc Garrier de la galerie Cesson Bentière qui nous a offert 2 œuvres, une œuvre d'Aurélie Pétrel et une œuvre de Lionel Sabaté. Nous aurons Grégoire Schnerb de la galerie Hauser, Anne Wirth, qui nous a offert également 2 œuvres, une œuvre de Ackermann et une œuvre de Johnson. Pardon, avec tous ces artistes. Et nous avons pour toujours les galeries Justine Durette de la galerie Zwirner à Paris, qui nous a offert une magnifique œuvre de Zama. Et nous avons, comme vous le disiez Marine, une artiste parmi nous qui est Tuvan Tran, qui est une amie que je remercie particulièrement d'être là ce soir et qui nous a également offert un très beau diptyque avec sa galerie, qui est la galerie Alminreich. Peut-être citer quand même les 30 artistes parce que sans eux, il n'y aurait pas de vente et il n'y aurait pas ce magnifique catalogue. Donc pour les citer très rapidement, Rita Ackermann, Dov Alouche, Julia Andreani, Jean-Marie Apriou, Ivan Argot, Babi Badalov, Éric Baudard, Oliver Beer, Hans Bellmer, Abdelkader Benchama, Ali Chéri, Carlos Cruz Diez, Marcel Zama, Rachid Johnson, Tadashi Kawamata, William Klein, Annette Messager, Daniel Otero Torres, Francesca Pasquali, Aurélie Pétrel, Laure Prouveau, Lionel Sabaté, Edgar Sarin, Pierre Ceinturier, Jérôme Cessini, Pascal Martine Taillou, Barthélemy Togo, Oscar Toison, Tuvan Tran et James Willing. Voilà, un immense merci à ces 30 artistes incroyables et à leurs 30 galeries. Voilà, je vous repasse la parole. Absolument. Et juste une petite chose aussi, évidemment, on remercie beaucoup Sotheby's, qui est notre partenaire de la vente, avec Anne-Hélène Decaux, qui a fait des miracles, qui était la bonne fée de chez Sotheby's et qui est ici aussi pour nous parler de ce partenariat qui va bien au-delà de l'engagement des maisons de vente parfois sur les ventes caritatives. Donc, merci Anne-Hélène d'être la directrice de cette vente pour Sotheby's. Et on laisse tout de suite la parole à Julie Mamoumani. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, moi, je suis toujours émerveillée de voir cette générosité, cette solidarité, surtout, comme tu le disais, Marine, pendant cette période et que, voilà, que cette vente soit maintenue. Je trouve ça formidable. Moi, je suis là un peu pour parler des Cohen, qui eux aussi sont formidables parce que ça fait déjà 10 ans qu'ils se bagarrent avec leurs moyens pour monter des très beaux projets. On va repartir au début avec en fait, le premier concept store qui était Merci, qui est un concept store vertueux et dont les bénéfices étaient reversés à Madagascar. Est-ce que Julien, tu peux nous dire pourquoi tes parents, puisque c'est tes parents qui ont créé ça, avaient décidé de privilégier Madagascar? Alors, je vais me permettre, bonsoir à tous, bonsoir, merci Julie, merci à tous. Je vais juste me permettre de le faire parce que je n'ai pas encore eu l'occasion, avant de commencer, de vous raconter notre merveilleuse histoire, de remercier très, très, très personnellement et très chaleureusement les artistes et les galeries. Et encore une fois, ça se bine, même si ça a été fait plusieurs fois. Mais voilà, je voulais profiter de ce moment pour vous dire merci à tous et à toutes parce qu'on ne serait pas là ce soir sans vous. Donc voilà, c'est fait et merci du fond du cœur. L'histoire du fonds de dotation, elle est née en même temps que le magasin Merci. Mes parents avaient très bien réussi leur première aventure qui était Bonpoint, très belle marque de prêt-à-porter pour enfants que je suis sûr que beaucoup de vous connaissent. Et ensuite, ils ont eu envie de rendre un petit peu, après avoir très bien vendu la marque, ils avaient envie de rendre et de créer ce magasin qui avait pour but d'alimenter un fonds de dotation, le fonds de dotation Merci, qui était au départ alimenté par l'argent qui a été mis par la famille, puis très rapidement par les bénéfices. Et un jour, le jour où ça serait vendu, ce qui a été le cas en 2013, de la vente du magasin. Donc la totalité, 100% du produit de la vente a été versé au fonds de dotation, ce qui a permis d'avoir des fonds un peu plus importants. Si je peux résumer, en 2009, donc création du fonds de dotation. La première année, on est tout nouveau dans cette aventure, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Très rapidement, ma mère a envie d'œuvrer à Madagascar parce qu'elle a eu une relation privilégiée avec Madagascar pendant toute l'aventure de Bonpoint, puisque toutes les petites robes à smoke
qui ont fait la renommée de la marque étaient brodées à Madagascar, qui est un des pays dans le monde où les brodeuses sont les plus douées. Elle a voulu commencer par Madagascar, donc on s'est rapproché d'une association qui s'appelle ABC Domino et qui sont depuis devenus nos amis et nos associés. Et avec ABC, on a soutenu ABC Domino, on les soutient depuis 10 ans dans le grand sud-ouest de Madagascar. La construction de là, on est sur donc des écoles, on est sur l'accès à l'éducation en brousse, au milieu de nulle part, et on a depuis 2010 et jusqu'à aujourd'hui, on a 6 écoles, 2 collèges, un lycée, des jardins potagers, des ateliers de couture. On a fait des forages pour que les enfants aient accès à l'eau, 3500 enfants scolarisés au milieu de nulle part. Et j'en passe. Donc, c'est vraiment une aventure assez extraordinaire, assez exceptionnelle. Ils ont même la cantine, parce que Marie-France, ta maman, je sais elle tenait vraiment beaucoup à ça. Donc, vous aussi, vous assurez le déjeuner de ces élèves. Les cantines, ça a été une des premières choses qu'on a mis en place, parce que quand on était sur place, on s'est rendu sur place avec ma mère, et puis on y va au moins 2 fois par an pour suivre l'action et comme on suit toutes nos actions. J'aurai l'occasion d'y revenir. On était sur place et on s'est rendu compte qu'on était au milieu de ces bâtiments assez incroyables au milieu de nulle part, mais on a vu que les enfants n'avaient rien à manger à midi. Donc on a dit à Yves Cohen, on lui a dit, écoute, nous on aimerait bien pouvoir mettre en place des cantines, et avec leur aide et l'aide du PAM, on a réussi à mettre en place un système de cantine dans les écoles qui permet aux enfants d'avoir un repas, au moins un repas quotidien, ce qui est assez exceptionnel parce que ça non seulement leur permet d'avoir une meilleure acuité pour leur travail à l'école, et en plus, ça leur permet souvent d'être le seul repas de la journée, puisque à la maison, ils n'ont pas forcément à manger. Je crois qu'on avait des vidéos, justement, envoyées par Yves Cohen. Est-ce que Marine veut les lancer ou... Non, en tout cas, ils sont sur le site Instagram. Et alors, Chloé, vous êtes très pragmatique. Vous dites toujours que pour une œuvre, parce qu'en fait, il y a aussi une question, c'est bien de savoir l'argent vers quoi elle va être orientée. Vous avez défendu une œuvre, d'ailleurs, en vidéo, et vous avez dit exactement à quoi ça servirait cet argent-là. Est-ce que vous pouvez nous répéter? Oui, c'est vrai. Alors, j'avais eu un coup de cœur pour l'œuvre de Carlos Cruz Diez. J'avoue, c'est plutôt le thème des différentes perceptions de la réalité qui m'a plu. Je me dis, quand on porte des lunettes différentes, on se met à la place de l'autre, et ben on vit la réalité de façon totalement différente, et ça nous fait agir et en fait faire en empathie avec autrui. Et puis, cette œuvre, elle coûte 12 000 € et j'ai fait un peu une règle par 3. C'est qu'avec 150 €, on arrive à scolariser un enfant pendant 1 an. Et quand je dis scolariser, c'est les salaires des professeurs payés, l'équipe encadrante, l'entretien des bâtiments, c'est l'animation de chaque formateur dans les jardins potagers, mais c'est aussi l'approvisionnement des cantines. Donc voilà, avec 150 €, donc fois 100, on peut dire qu'avec une œuvre à 15 000 €, on peut assurer la prise en charge pendant 1 an à 100 enfants. Voilà. Est-ce que Marine, tu as les vidéos de AOC? Oui, voilà, comme ça on va pouvoir voir, c'est assez chouette de voir les vidéos. Ah. Donc c'est Yves Cohen. Voilà. C'est le président de l'association ABC Domino, qui est actuellement sur le terrain. Enfants qui viennent de nombreux villages environnants. Certains enfants viennent de plus de 3, 4, voire même 6 ou 7 kilomètres. Cette école dispose d'une cantine et d'un atelier de formation et ce bâtiment est construit avec aussi une fondation. Merci. Une vraie école, quoi. Magnifique. Peut-être une petite précision parce qu'on n'entend pas bien Yves. Tu veux raconter, Julien? Parce que toi, tu y vas. Marine, je ne sais pas si le son est toujours. Oui, je voulais juste apporter une petite précision. Ce que racontait Yves, c'est que là, effectivement, ils sont sur place en ce moment. Il a réussi à trouver un vol pour aller sur place parce qu'il a
Il est résident malgache, en plus d'être le directeur du fonds d'AVC Domino, donc il a réussi à aller sur place, ils sont là-bas, et ce qu'il racontait, c'est qu'en fait, les écoles, elles sont sur une bande de 100 km dans le grand sud-ouest de Madagascar, qui est un des endroits les plus pauvres de Madagascar, qui est le 5e pays, ou le 4e, malheureusement aujourd'hui, pays le plus pauvre du monde. Donc on est vraiment dans un lieu totalement retiré où il n'y a rien. On est sur une bande de 100 km. Et effectivement, les élèves, les enfants font parfois, alors hier, en 2010, jusqu'à 10 km pour venir à l'école. Aujourd'hui, avec le développement et la multiplication des écoles sur cette bande de 100 km, on est plutôt passé à 3, 4, 5 maximum kilomètres pour aller à l'école, ce qui quand même pour un petit enfant, en plein cagnard, parce qu'il faut savoir qu'il fait quand même très chaud, en plein soleil, c'est quand même pas évident, mais les enfants viennent quand même à l'école. Et Julien, depuis Madagascar, vous avez été très ambitieux et vous avez des magnifiques projets puisque tu as plusieurs restaurants et du coup, tu as décidé d'être aussi vertueux là aussi dans ta carrière de restaurateur et tu as décidé de créer une ferme. Est-ce que tu peux nous raconter ça? C'est assez exceptionnel puisque… Absolument. En fait, en 2013, quand ma mère a vendu le magasin Merci, on a disposé de beaucoup plus de fonds puisque le produit est arrivé dans le fonds de dotation. Donc, ça faisait longtemps que je réfléchissais à comment agir en France parce que c'était très bien d'aller faire des choses merveilleuses à Madagascar, mais en France, il y a aussi quand même pas mal de choses à faire. Donc, on réfléchissait depuis longtemps et j'ai voulu mettre en accord mon métier de restaurateur et ma fibre philanthropique. Et donc, j'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais, avec les restaurants et le fonds de dotation, développer un projet qui puisse réunir les deux autour de quelque chose qui m'est très cher depuis assez longtemps, qui est l'écologie et la transition agricole. J'avais rencontré Maxime de Rosseland, qui était à l'époque le directeur de Ferme d'Avenir, et on avait parlé ensemble d'un projet qui est en fait un projet de ferme à grande échelle, en agroécologie, inspiré de la permaculture, en circuit court, donc à côté de Paris, à 27 km de Paris, pour être très précis, à Brétigny-sur-Orge. Et l'idée, c'était de faire nos légumes en région parisienne, de les servir dans les restaurants, avec les déchets organiques, de faire du compost, et avec le compost, de le remettre dans les chambres, donc faire une espèce de cercle vertueux. Et cette ferme, elle a pour ambition d'être un modèle essaimable, on l'espère, demain et très vite, un modèle qui réunit autour de 3 piliers principaux que sont l'écologie, le social et l'économie. Et c'est dans l'équilibre de ces 3 piliers qu'on trouve le fonctionnement de la ferme. On veut à la fois permettre la transition agricole, c'est-à-dire permettre aux agriculteurs de demain de revenir vers ce métier qui est certes très difficile mais merveilleux. On veut redonner envie aux agriculteurs de faire de l'agriculture et pour ça, on a un modèle social qui est très particulier avec des sociétés qui s'appellent des SCOP et des SCIF. Des SCOP et des SCIF, c'est un petit peu compliqué, mais ce sont des sociétés civiles coopératives qui permettent aux agriculteurs d'être salariés, ce qui n'est pas le cas dans 99,9% des cas. Donc, ça leur permet d'avoir des droits que nous avons tous, mais qu'eux n'ont pas. On essaie de faire en sorte qu'ils ne travaillent pas comme des chiens et qu'ils soient justement rémunérés. On essaie de faire en sorte qu'ils soient heureux dans leur travail et surtout, on essaie de faire en sorte dans le montage juridique et de la ferme, on essaie de faire en sorte qu'ils aient des débouchés assurés sans avoir à se préoccuper d'aller chercher des clients. Donc, ce modèle, on s'est largement inspiré du modèle des AMAP pour ceux qui connaissent. Ensuite, sur la partie économique, on veut prouver par l'exemple que sur les mêmes surfaces, on est capable de faire, par rapport à de l'agriculture conventionnelle, on est capable de faire plus de rendement, puisque avec des sols vivants, on arrive à avoir des bien meilleurs rendements. Et ce qui nous amène directement à l'écologie. À des sols vivants, ça veut dire des sols qui sont respectés, pas d'intrants, pas de chimie, pas de phyto, très peu de produits émanant du pétrole. Donc évidemment, malgré tout, un peu de gasoil pour faire rouler les tracteurs quand il y en a besoin. Mais ça s'arrête là. On est en très grande autonomie énergétique, récupération des eaux de pluie, un contrat aujourd'hui électrique chez Enercop et demain de l'énergie solaire. Voilà, donc toute une réflexion sur l'écosystème dans sa globalité. Bien sûr, de l'agroforesterie avec un verger, une interaction entre les arbres et les légumes, des pollinisateurs, donc on parle d'abeilles. Dans cette ferme qui est une ferme en polyculture élevage, on aura également des animaux, on fera du blé, un atelier de transformation dans lequel on va faire du lait avec les animaux, des petits fromages, à faire avec le blé des farines, du pain, un atelier de pain. Donc voilà,
j'aime bien dire qu'en fait, on fait la ferme de demain, la ferme du futur, qui finalement n'est autre que la ferme de nos arrière-grands-parents, peut-être de certains de nos grands-parents. C'est-à-dire une ferme qui s'intègre dans le paysage, dans son paysage et qui fait attention à l'homme, qui fait attention à l'écologie, et qui fait attention au porte-monnaie, parce que c'est le troisième point. Il ne faut pas rêver, tout ça, ça ne se fait pas. C'est pas une utopie, il faut que ce soit bien concret et il faut que nos agriculteurs, il faut que le modèle de cette ferme, elle soit rentable pour que ça puisse attirer les jeunes de demain, parce qu'il faut savoir qu'en 2050, on aura perdu 75% de nos agriculteurs. Donc, si on ne réagit pas, on n'aura plus de produits, on sera obligé de les acheter, ce qui serait quand même le comble dans d'autres pays que le nôtre, qui est un des pays les plus extraordinaires au niveau de l'agriculture. Alors, comme déjà, c'est un énorme challenge, mais comme les challenges ne vous font pas peur chez les Cohen et le fonds de dotation Merci, vous avez même imaginé, vous parliez de social, mais vous avez même imaginé d'accompagner ça par un village qui s'appelle le village Horizon. Je ne sais pas si Chloé ou si Julien voulait en parler, mais donc un village là aussi merveilleux où vous accueillerez des migrants, vous leur donnerez un métier et qui travailleraient, pourquoi pas sur la ferme. Vous pouvez nous en parler aussi? Je vais laisser Chloé vous raconter, mais je voudrais juste vous dire que c'est important, juste pour revenir une seconde sur la ferme. La ferme, aujourd'hui, elle fonctionne. On a des légumes qui arrivent depuis le mois d'avril. On est dans une année quand même totalement horriblisse et malgré tout, le modèle, il fonctionne. Les légumes sont absolument délicieux. Les agriculteurs sont hyper contents. On est tous très, très… Alors évidemment, ce n'est pas facile tous les jours, mais tout le monde est absolument emballé. Le projet, il est extraordinaire. Et si vous avez l'occasion d'aller dans nos restaurants, vous pourrez les trouver. Les légumes, ils sont même en vente en ce moment au Caillou parce qu'on s'est transformé, comme on ne peut plus faire de la restauration, on s'est transformé en épicerie. Donc, ils sont en vente et on est en phase de réussir notre pari d'avoir des légumes qui viennent de 27 km en plein cœur de Paris. C'est assez génial. Je laisse la parole à Chloé. Oui, alors Horizon, tu as raison, c'est un projet très ambitieux. On est parti du postulat, de la conviction que les migrants, ces populations qui arrivent de partout dans notre pays et qui ne vont pas arrêter d'arriver, sont une chance pour la France. Ils ont des talents, des savoir-faire, des compétences, ils exercent des métiers dans leur pays. Et aujourd'hui, on a des territoires qui ont besoin de main-d'œuvre, de compétences, d'une nouvelle population pour participer à l'essor de ces régions. Et donc, on a décidé de faire tout simplement rencontrer ces deux réalités. Donc, une nouvelle population, mais aussi des besoins d'un territoire. C'est comme ça qu'est né Horizon. Donc, on ne donne pas un emploi ou un toit. En fait, on met pied à l'étrier à des personnes qui ne sont pas des marginaux, qui ont eu un accident de vie et on peut tous imaginer se retrouver dans cette situation. Et Horizon, aujourd'hui, c'est 2 ans de réflexion parce qu'on a eu aussi l'humilité de se dire que nous n'étions pas sachants, qu'on ne savait pas faire et qu'il fallait se tourner vers ceux qui réfléchissent depuis un moment. Donc, on est allé rencontrer tous ces gens qui sont des experts de l'accueil, des experts de l'insertion par l'économie, mais aussi des demandeurs d'asile, des réfugiés, des élus ruraux. Et on a construit ce projet avec eux. On est en ce moment en train de rechercher notre commune d'accueil, ce maire accueillant qui va nous dire « Venez chez nous parce qu'on a besoin de vous ». Et c'est vraiment de permettre à ces personnes qui ont des savoir-faire de répondre aux besoins que nous aurions cartographiés en amont. Voilà. C'est extraordinaire. Et alors, bon, pour finir, je voudrais juste que vous nous racontiez, Julien, pourquoi pendant si longtemps et pendant les premières années, vous avez été mécène pour ce projet-là. Et là, tout d'un coup, pourquoi, en effet, on est tous là autour de vous aujourd'hui, Thanks for Nothing, Anne-Sara, etc. Et les gens derrière de Sosvik. Pourquoi vous avez besoin d'aide, en fait? Alors, en fait, on s'est dit à l'occasion des 10 ans du fonds de dotation que… D'abord, on avait envie un petit peu de parler de ce qu'on fait depuis 10 ans dans l'ombre. Ça fait jamais de mal de mettre en lumière des choses comme des choses. Enfin, on nous a souvent dit qu'il fallait le faire, donc on s'est dit oui, allez, faisons-le. Donc, on organise ces 10 ans et clairement, aujourd'hui, même si la vente de Merci a été une très belle vente et même si la famille a mis de l'argent dès le départ, les 3 actions font qu'on grossit de plus en plus, que les besoins pour les mener sont importants et que on prépare demain. Les fonds ne sont pas inépuisables. Chaque année, c'est pas mal d'argent qui est dépensé pour soutenir les projets. Donc, on sait que si on veut pérenniser dans le temps les actions du fonds de dotation, on va être obligé de faire appel à la générosité publique. On va être obligé de faire appel à l'aide de ceux et celles qui pensent que nos actions valent le coup et valent le coup d'être soutenues. Donc, voilà, on s'est mis en marche avec l'aide de Thanks depuis 1 an et demi maintenant, pour essayer d'aller trouver des fonds pour soutenir, encore une fois, les actions. Par exemple,
Je disais tout à l'heure que le PAM soutenait les cantines depuis 4 ans, depuis 5 ans, sauf que là, ils ont arrêté. Donc, on doit trouver 75 000 € par an pour pouvoir continuer à alimenter les cantines à Madagascar. C'est un exemple. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Donc, voilà, on prépare demain en essayant de trouver des fonds pour pouvoir soutenir nos actions qui sont assez ambitieuses. Et si vous me permettez, je voudrais juste ajouter une chose importante puisqu'on parle de ça. Alors moi, je suis bénévole, mais les dépenses du fonds de dotation sont assurées par la famille. Donc, tout ce qui est la dépense les frais de fonctionnement sont assurés par la famille. Donc, 100% des dons qui sont récupérés, soit à l'occasion de levées de fonds dédiées, soit par exemple pour la vente dans ce moment, 100% des dons vont aux actions. Et on a une particularité dans notre fonds de dotation, c'est qu'on n'est pas seulement, en fait, on a une double casquette, on est à la fois mécène et acteur. Bon, évidemment, on récolte de l'argent, mais comme vous l'aurez compris, les 3 sujets, c'est nous qui les menons, on se déplace sur place, on ne donne jamais un centime sans contrôler où va l'argent, sans savoir avec qui on est associé. Donc voilà, on est vraiment très attaché à ce que les projets soient suivis. On vous voit les photos hier dans la ferme. On voit que vous êtes à fond. C'est très émouvant en tout cas. Je voulais savoir peut-être s'il y avait des questions. Marine, Camille, est-ce qu'il y a des questions sur la plateforme? Alors, pardon, je vais laisser la parole à Clarisse Wiki à lister des questions et qui va les partager. Voilà, Clarisse, c'est à toi. Alors, du coup, donc, merci à tous pour votre intervention. Alors, donc, on a quelques questions donc, que je vais vous passer. Alors, du coup, première question. Donc, votre action se déploie sur plusieurs projets. Tout le monde entend bien? Sur plusieurs projets, pour plusieurs causes. Comment faites-vous en sorte d'établir des priorités dans les causes que vous défendez? Alors, les causes, elles sont un peu naturellement. Madagascar, ça fait 10 ans que le projet existe, donc on est quand même très rodé. La ferme, on a eu pareil 2 ans et demi de travail. Donc, les priorités, elles vont au projet le plus jeune, c'est-à-dire le projet de Horizon, mais également aux besoins qui naissent des événements qui se produisent chaque jour. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, le PAM qui s'est retiré et ce budget de 75 000 € dont on a besoin, ce n'était pas le cas il y a 2 ans, c'est le cas aujourd'hui. Donc, on priorise nos investissements, nos actions et notre investissement dans les actions en fonction des besoins du moment. Je rajouterais juste qu'on n'a, entre guillemets, que 3 projets. Et c'est un vrai choix. C'est un parti pris aussi de ne pas en accueillir d'autres. Et c'est parfois un crève-cœur parce que malheureusement, il y a beaucoup d'autres causes qui mériteraient d'être soutenues. Mais on a fait ce choix de concentrer nos efforts sur ces 3 actions. Et on ne pourrait pas les hiérarchiser. Aujourd'hui, on se mobilise autant pour les 3 pour que ces écoles à Madagascar nous survivent, qu'elles soient complètement autonomes, pour qu'on puisse un jour dupliquer la ferme sur tout le territoire français et pour que Horizon Ness soit un modèle et qui puisse être approprié par d'autres acteurs à qui on pourrait remettre notre méthodologie et qu'elle se développe. On a même aujourd'hui essayé de consolider notre action environnementale. Alors, je veux dire, on se s'éparpille pas, on concentre sur l'engagement écologique en soutenant une plateforme qui s'appelle Bluebees. Alors, je ne sais pas s'il serait heureux d'être comparé comme ça, mais pour aller vite, je pense que je pourrais la décrire comme un kiss-kiss-bang-bang de l'écologie. Ce sont des porteurs de projets qui ont un impact énorme parce que ce sont des dizaines, des centaines de porteurs de projets qui, grâce au financement de particuliers, vont pouvoir les mettre en place. Donc, je vous invite à aller regarder cette plateforme que le fonds de dotation a décidé d'accompagner. Et c'est exact, ça rejoint ce que je disais sur les opportunités, c'est-à-dire que Bluebees, c'est quelque chose qui nous est arrivé entre guillemets entre les mains il y a peu de temps, et on a décidé d'investir dans Bluebees parce qu'on a pensé qu'il y avait un vrai intérêt, une vraie synergie par rapport au sujet du fonds de dotation, et parce qu'on avait aussi un outil d'impact très important. Bluebees, ça touche plusieurs dizaines et centaines de personnes, ça touche encore une fois la transition agricole, donc encore une fois, ça a été l'opportunité. Donc, on fait un savant mélange entre la gestion du quotidien et des opportunités pour développer nos actions et
les rendre toujours plus intéressantes, toujours plus fortes. Très bien, merci beaucoup. On a une autre question. Pourquoi est-ce qu'il a été important pour vous de penser ces 10 ans du Fonds de dotation Merci autour d'une programmation culturelle et pourquoi l'art contemporain en particulier? Alors, je dois avouer que encore une fois, je pense que c'était un peu notre bonne étoile et les rencontres qui a maillé notre vie à mes parents et à nous, les 3 frères. On a rencontré par hasard, et pas par hasard parce que je ne pense pas que ce soit un hasard, on a rencontré Marine grâce effectivement à Philippe Journeau. Et en rencontrant Marine, l'histoire s'est écrite. Ensuite, on a eu la chance de rencontrer toutes les autres personnes qui sont autour d'elle, dont Anne-Sara. Mais au départ, il n'y avait pas de volonté précise de faire un événement autour de l'art. Mais très vite, on a été extrêmement séduits par Thanks for Nothing, par ce qu'ils avaient fait, par ce qu'ils faisaient, par les personnes que ce sont, par ce groupe de filles assez incroyable. Et donc, du coup, on a fait un savant mélange entre ce qui nous est cher, la culture, l'art, la musique, et on est arrivé ensemble à faire quelque chose que je trouve et qu'on trouve très, très singulier, très intéressant, parce que justement, on a quelque chose de très riche finalement dans la manière dont ça a été construit. D'accord, très bien. On a une dernière question du coup qui revient sur le projet Horizon. Donc, comment travaillez-vous avec les localités et les populations locales pour définir la meilleure intégration possible pour le projet Horizon du coup? Et est-ce que vous sollicitez une expertise extérieure au Fonds de dotation Merci? Oui, alors vous touchez à un point important. Évidemment qu'expertise à l'extérieur, comme je vous disais, on a eu l'idée, et d'ailleurs on n'est pas les seuls à avoir eu cette idée. Mais là où on a peut-être une approche innovante, c'est qu'on a décidé de travailler en collaboration avec ceux qui savent. Donc, quand je dis ceux qui savent, c'est qu'on s'est rapproché de structures. On a construit un projet avec ce qu'on appelle une approche globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas traité le sujet que par le logement, ou que par l'emploi, ou que par la santé mentale. On a décidé de prendre tous ces aspects comme déterminants pour une vraie émancipation, pour une vraie... Et je ne parle plus maintenant d'intégration, mais de vraie inclusion. Inclusion, c'est-à-dire que ces personnes réfugiées vont apporter leur diversité, leur bagage, leur parcours, et ils vont construire une nouvelle société. On ne leur demande pas de rentrer dans un schéma préétabli. C'est les accueillis, les accueillants qui vont construire ensemble une nouvelle société, le village de demain. Et pour ça, je peux citer quelques-uns de nos partenaires, mais on s'est approché de l'ONG Aurore, qui est spécialiste de l'accompagnement social, du Centre Primo Levi, qui prend en charge les traumas liés à l'exil, l'ONG Each One, anciennement Wintergate, pour la formation, la valorisation des acquis. Donc, Ferme d'avenir, bien évidemment, pour une autre ferme. Singa, pour toute l'approche culturelle qui fait qu'en fait, ces personnes, on est dans cette approche horizontale. C'est d'où vient le nom Horizon. Hein, c'est pas, on n'est pas dans un programme de charité. Hein, on est dans un programme, on est en train d'inventer, on espère, une autre façon de vivre ensemble. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions sur la plateforme, mais c'est déjà important. Moi, je voulais ajouter juste une petite chose, ce qui me permet en plus de vous présenter Yamina Benaï, qui est avec moi sur mon téléphone, puisqu'il y a des petits problèmes de connexion de son côté, donc on adore. C'est vraiment l'année 2020 résumée dans un Zoom. Je voudrais juste ajouter ce livre, en fait, alors comme ça, vous ne me voyez plus, c'est formidable. Donc, ce livre, en fait, qui a été écrit par Benoît Cohen. Je reste entre le livre et entre Yamina. Donc, ce livre écrit par Benoît Cohen et qui, en fait, retrace le parcours de Mohamed, qui est un jeune réfugié qui a, en fait, été accueilli depuis 5 ans maintenant chez Marie-France Cohen. C'est un livre remarquable donc, qui a été écrit par le frère de Julien, qui est ici avec nous, et par le frère de Thomas aussi. C'est le frère américain, puisqu'il vit depuis quelques années à nous. Et il a écrit ce livre où, en fait, il rend compte de toute la complexité, évidemment, que c'est de pouvoir accueillir un réfugié chez soi. C'est évidemment pas si simple. On pense que
Il suffit d'ouvrir ses portes et en fait, il y a tout un monde qui arrive. Et du coup, c'est toute l'ambivalence de ce témoignage qui est vraiment magnifique. Et pour la petite histoire, parce que c'est une très belle histoire, Mohamed a intégré Sciences Po grâce à la mobilisation de toute la famille Cohen et du fonds de dotation Merci. Donc, c'est vraiment une magnifique histoire. Et moi, je vous invite à faire ça. Et vraiment, j'adore cette image entre le téléphone et le livre, mais j'ai tout chez moi. Donc voilà. Donc, je vous invite en plus de ça à suivre ce récit où on découvre la famille Cohen de l'intérieur avec Marie-France et ses 3 fils. J'ajoute un mot, excusez-moi, juste un petit mot. Effectivement, le récit de Benoît, ça a été un petit peu le point de départ d'Horizon. Il y a toujours une histoire dans notre projet. Le point de départ d'Horizon, c'est effectivement l'accueil de Mohamed chez notre mère. Elle nous avait absolument rien dit. Puis un jour, elle nous a dit venez, les enfants, venez déjeuner à la maison, j'ai quelqu'un à vous présenter. Et Mohamed était là. Et ça a été le début de la réflexion autour du projet Horizon qui voit le jour aujourd'hui et sur lequel on travaille depuis 2 ans de manière beaucoup plus concrète. Est-ce que Marine, du coup, tu veux parler de la 2e table ronde? Oui, tout à fait. Je reviens parmi vous avec donc Yamina qui est ici. Et alors du coup, Yamina, je vais faire une petite introduction de nouveau. Donc pour vous dire que on passe donc à la partie qui va nous présenter effectivement le fonctionnement de la vente, les lots qui ont été offerts. Évidemment, merci beaucoup à Chloé, à Julien et à Thomas qui suivaient aussi la première partie, et j'imagine avec toute la famille Cohen. Donc je vous remontre, puisque maintenant j'ai une nouvelle activité, le catalogue de la vente Heaven, avec donc on a mis en place avec plus une trentaine de dons d'artistes et de galeries, et avec le concours évidemment de Sotheby's qui a mis en place un partenariat formidable. Et en fait, j'ai vu en présentant le livre qu'on voyait dans le bon ordre en fait. Donc, je vais vous remontrer la liste des artistes qui nous ont offert ces œuvres, qui sont des artistes évidemment exceptionnels. Et les voici. On les remercie. Oh là là, là je fais un exercice périlleux. Yamina est parmi nous. La liste des artistes est parmi nous. Oui. Voilà. Donc, on remercie évidemment les artistes. Et Yamina, je te laisse la parole puisque tu es dans ma main gauche. Et c'est à toi. Parfait. Alors, donc, bonsoir à tous et navré pour ce petit souci d'ordre technique, mais l'important c'était de pouvoir se retrouver autour de ce projet qui est un projet très fort, comme vous avez probablement dû le développer lors de la première partie, que malheureusement je n'ai pas entendu. Alors, moi je voulais juste présenter assez rapidement l'ensemble des invités de ce soir. J'espère que ça n'a pas été fait dans la première partie. Alors, Anne-Hélène Decaux, donc vous êtes directrice de la vente spécialiste chez Sotheby's pendant de nombreuses années du département art contemporain. Justine Duret, vous êtes directrice de la galerie Zwirner Paris. Loïc Garnier, vous êtes directeur de la galerie Cesson-Bentière Paris. Grégoire Schnerb, directeur de la galerie Hauser&Wirth. Et Tou Van Tran, donc artiste représenté par Almine Reich. Alors, en quelques mots, David Zwirner, fondé en 1993, 6 galeries, New York, Londres, Hong Kong et depuis donc, octobre 2019, Paris, dans la galerie mythique Yvan Lambert, dans le Marais. Hauser&Wirth, vous allez fêter 30 ans en 2022, 15 galeries dans le monde, Los Angeles, Londres, l'Angleterre avec le Somerset, New York, Zurich, les Alpes suisses, Hong Kong et prochainement 2021-2022 Minorque. Cesson-Bentière, vous avez fait le chemin un petit peu inverse, c'est-à-dire que fondé en 2006 à Saint-Étienne, en région, comme on dit, et ensuite assez rapidement un lieu au Luxembourg, à Paris et à New York. Alors, dans un premier temps, j'aurais aimé évoquer avec vous justement, comme vient de le dire Marine, l'implication très très forte sur cette vente de la maison Sotheby's, avec une prise en charge extrêmement généreuse de l'ensemble des frais de la vente, du catalogue, etc. Ainsi que
le fait de reverser les frais acheteurs qui sont de l'ordre de 25%, donc au fonds de dotation Merci, outre bien évidemment les fruits de la vente elle-même. Pourquoi donc cet élan du cœur autour de cette vente spécifique orchestrée par votre maison à l'initiative donc de Thanks for Nothing, pardon. Vous m'entendez? Oui. Merci pour cette question. Oui, je vous entends. J'espère que ma connexion est correcte parce que je suis un peu éloignée de Paris. Mais c'est vrai que c'est un projet qu'on suit donc, depuis le début, depuis un peu plus d'1 an. Et qu'on fait rarement des ventes caritatives parce que c'est souvent compliqué, c'est rarement professionnel en fait. Il y a souvent beaucoup de projets qui nous sont proposés, mais il n'y a pas d'équipe derrière. Et je pense que vraiment ce qui faisait la différence sur ce projet, c'était en effet le partenariat déjà qui était initié entre le fonds dotation Merci et Thanks for Nothing. Parce que d'avoir un peu ce triangle, c'est-à-dire le fonds dotation qui mène tous ces projets admirables, Thanks for Nothing qui faisait le lien et qui avait l'expérience aussi d'une autre vente caritative de We Dream Under the Same Sky qui était un grand succès il y a 2 ans. Avec nous, c'était en fait la première fois qu'on pouvait envisager à Paris une vente aux enchères de cette façon, que ce soit vraiment une vente Sotheby's et pas comme on fait parfois, on dit qu'on prête des marteaux, c'est-à-dire que l'un de nos commissaires-priseurs va taper une vente à l'extérieur, mais là c'est vraiment une vente Sotheby's, ce qui n'est pas arrivé honnêtement depuis près de 10 ans. En France et ce qui arrive même très rarement à l'international. Donc, je crois que c'était vraiment par cette double implication de Thanks for Nothing et du fonds de dotation. Et puis évidemment, parce que les 3 projets portés par le fonds de dotation, qui n'adhéreraient pas, je pense qu'il faudrait vraiment pas avoir de cœur ou ne pas lire les journaux ou habiter sur une autre planète où Elon Musk peut-être nous aurait emmenés, mais ce n'est pas encore au goût du jour pour ne pas adhérer honnêtement à ces projets qui ont un écho, je pense, encore plus important dans la crise dans laquelle on est. Et puis, la dernière chose, c'est vrai que les œuvres en elles-mêmes et l'implication des galeries, c'est quelque chose de décisif pour nous parce que c'est vrai que Sotheby's, c'est une maison très ancienne, c'est une vieille dame qui a été créée en 1744, bien avant la Révolution française, et qu'on ne fait pas vraiment de l'art émergent. Voilà, c'est vraiment des ventes aux enchères de choses assez classiques, même dans l'art contemporain, et que là, toutes les œuvres qui ont été très généreusement données par les galeries et les grandes galeries internationales avec lesquelles on travaille d'habitude, c'est aussi quelque chose, voilà, c'est vrai que le catalogue de Heaven, quand on regarde, quand on lit la liste des artistes ou quand on écoute Anne-Sara tout à l'heure faire la liste des artistes, c'est vrai que le niveau est quand même, voilà, c'est un niveau très important et donc c'est tout à fait un niveau d'une vente Sotheby's. Voilà, donc c'était la conjonction des planètes, Thanks for Nothing, toutes ces grandes galeries internationales très très rassurantes et évidemment les projets du fonds de dotation Merci. Bien sûr. Alors justement, sur le modus operandi Adelaide Decaux, vous avez donc fixé de manière collective, bien entendu, des prix de réserve volontairement bas pour des prix initiaux fixés pour des estimations qui, déjà d'emblée, correspondent à environ 50% du prix galerie. Donc une volonté véritablement d'attirer l'attention du plus grand nombre, bien évidemment, d'acheteurs, avec l'espoir, ça va sans dire, d'obtenir les scores les plus élevés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mise en œuvre justement de cette réflexion autour des 30 œuvres donc issues de 26 artistes, où d'ailleurs on remarque qu'il y a un choix assez vaste en termes de médium, puisqu'il y a la peinture et la sculpture et la photographie via Magnum qui a été sollicité et qui a répondu présent. Et Polka aussi, et Polka avec le triptyque de Klein.
Alors, pour plutôt la première partie de la question qui est en rapport avec les estimations de la vente, alors, évidemment, alors normalement, ça ne fait pas plaisir aux galeries, donc je suis contente d'être en Zoom parce qu'on ne peut pas me jeter de pierre. Mais c'est vrai que le principe des enchères, c'est que ça monte. Alors que le principe d'une vente privée, d'une vente de gré à gré en galerie, c'est qu'on a plutôt tendance à négocier un prix de départ qui peut être un peu plus haut. Donc l'idée, c'est de s'y retrouver. L'idée, c'est qu'on commence avec les prix qui sont les plus attractifs possibles. Donc de jouer le jeu sur des prix de réserve, sur des estimations basses qui sont vraiment très en dessous des prix du marché et des prix galerie de ces artistes pour que, d'une part, le plus grand nombre de personnes puissent enchérir. C'est-à-dire que, alors souvent, on a la réputation d'être très snob, les gens ont peur de rentrer chez Sotheby's, ils ont l'impression qu'ils font un pas chez nous et ça va leur coûter au moins 100 000 €. Non, pas du tout. Donc là, à partir de 1 000 €, honnêtement, il est possible d'enchérir. Alors évidemment, il y a ces frais acheteurs qui sont de 25%, plus la TVA, donc il faut se dire que 1 000 €, c'est 1 300 €, mais ça reste des budgets qui sont quand même très abordables et que voilà, un grand nombre de personnes peuvent se permettre, peuvent essayer et enchérir sur une œuvre et peuvent essayer de l'acheter. Et j'espère que grâce à ça, ils seront le plus grand nombre possible et qu'on atteindra le meilleur résultat possible. Très bien, je vous remercie. Alors, une question pour Justine Durette. Justine, donc vous avez, la galerie a offert une œuvre de Marcel Zama que vous avez exposée récemment. Est-ce qu'il vous est possible de développer autour justement de cet artiste qui connaît un véritable regain d'intérêt? Oui, avec plaisir. Marcel est un artiste auquel on a tout de suite pensé en fait quand on a commencé les discussions, quand on a été sollicité par Thanks for Nothing pour participer à ce magnifique effort et à contribuer à cette vente. C'est quelqu'un qui ces dernières années justement se mobilise de plus en plus aussi politiquement, qui aime aussi, c'est très important pour lui que son travail puisse aussi soutenir des causes qui lui sont chères, et notamment le projet Horizon, dont on a parlé dans la première partie de cette discussion. C'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé, et c'est vrai que ces possibilités d'imaginer un futur différent sont un peu au centre de son travail. C'est quelqu'un qui est très engagé dans des causes féministes également, qui rêve d'un monde plus égalitaire, et dans son univers qui est inspiré aussi du surréalisme. Il y a un côté évidemment nostalgique et ancré dans le monde du Dada, de Marcel Duchamp, de Picabia, mais aussi qui aime imaginer un futur différent. Et pour cela, je pense que c'était vraiment un artiste qui fait vraiment sens pour cette cause et pour cette vente. Votre galerie, comme un certain nombre d'autres galeries, est assez impliquée, l'a été dans le passé, en tout cas l'a montré par une implication assez forte, dans justement les causes caritatives, notamment du champ social. Est-ce que vous voulez nous indiquer les raisons qui poussent justement votre galerie à avoir cette démarche extrêmement marquée en ce domaine? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus être neutre, on ne peut plus, on ne peut pas ne pas prendre position en fait. Et pour la galerie, que ça soit et pour nos artistes aussi, que ça soit des questions environnementales. Là, on travaille actuellement pour être totalement neutre en termes de nos émissions de carbone, de toutes les activités de la galerie. Que ça soit au point de vue politique. On a récemment organisé une grande vente Artist for Biden à l'occasion des élections américaines qui viennent de se passer. Donc,
le monde dans lequel on vit aujourd'hui nécessite des actions fortes et nécessite un engagement. Et c'est pas parce qu'on est dans la culture ou dans l'art contemporain que ces questions-là ne se posent pas. Au contraire, elles sont centrales dans le travail de nos artistes et dans notre engagement auprès d'eux. Donc c'est important pour la galerie de prendre position, je pense, aujourd'hui. Alors, Marine, j'ai à nouveau. Oui. Oui, d'accord. Alors, donc, Other and Wirth, Grégoire Schneur, vous êtes aussi dans cette même démarche très forte de soutien. On se souvient qu'en avril dernier, 10% des ventes avaient été reversées dans un autre domaine à l'OMS, en plein cœur de la crise Covid. Vous avez offert une œuvre de Rita Ackerman, que vous développez d'ailleurs dans l'une des courtes vidéos de présentation des œuvres. Vous, de votre côté, pourquoi le choix de cet artiste et comment la galerie qui a construit en fait un concept qui va bien au-delà de la galerie classique, maison d'édition avec ce que l'on connaît à Los Angeles, dans le Somerset, des lieux où il y a bien évidemment des espaces d'exposition, mais également des restaurants, des chambres d'hôtes, des librairies, etc. Comment est-ce que cette branche, je dirais, importante, vient enrichir le discours global de la galerie et pourquoi le choix de Rita Ackerman? Bonsoir à tous. Alors c'est un plaisir d'abord d'être là avec vous. C'est un plaisir de faire partie de ce projet. Et on avait été approché par Thanks for Nothing pour faire partie de cette vente. Alors on fait partie de la vente en fait avec deux pièces. Il y a une œuvre qui est celle donc de Rita Ackerman, qui est un dessin original. Et il y a une autre œuvre qui est une œuvre de Rashid Johnson, qui elle est une édition que vous avez sûrement vue, qui fait penser un peu aux photographies de Brassailles ou aux œuvres de Dubuffet. Et ce sont deux œuvres en fait qui sont... en fait, on a deux expositions en ce moment. On a une exposition à Londres de Rashid Johnson et une exposition en ce moment à Zurich des œuvres de Rita Ackerman. Et donc, ces deux expositions sont en lien avec les deux pièces qu'on montre pour la vente. Et donc, pour nous, c'était l'occasion, au moment où il y a cet intérêt qui se concentre sur ces deux expositions, de pouvoir bénéficier de cette demande et pouvoir offrir le maximum de potentiel pour ces œuvres et pour cette vente. Et donc, pour revenir sur le domaine plutôt caritatif, l'engagement de la galerie, on a effectivement au début du lockdown, on a proposé de chacune de nos ventes en ligne, en fait 10% des revenus étaient reversés pour l'OMS. Et il y a, j'en ai discuté avec Ivan et Manuela, donc ils sont les propriétaires de la galerie. Et je leur ai présenté le fonds dotation Merci et les trois projets autour de l'agriculture, de l'éducation. Et ils ont adoré ces idées-là et c'est des choses qui leur tiennent à cœur. Et ce sont des choses qu'ils font eux-mêmes aussi à Somerset ou à Los Angeles, par exemple. Et donc, c'est pour ça que ces deux œuvres ont été choisies. Marine, j'ai oui. le micro. Ouais. Très bien. Alors, j'aimerais poser la même question, bien évidemment, à la galerie, à Loïc Garnier de la galerie Cesson Bentière, avec deux œuvres, effectivement, vous participez avec deux œuvres, une pièce d'Aurélie Petrel et une œuvre de Lionel Sabaté. Alors, d'une part, votre engagement dans la démarche caritative en tant que galerie, et par ailleurs le choix de ces œuvres qui viennent illustrer donc ces trois projets à la fois effectivement complémentaires, en même temps bien distincts et qui abordent des thématiques extrêmement différentes. Pourquoi donc ces projets
vous ont-ils saisi? Bonsoir. Pour notre part, la galerie a toujours été impliquée dans plusieurs philanthropies différentes à travers son histoire, essentiellement liées à notre territoire d'origine qui est Saint-Étienne, où on a une vie culturelle qui s'intensifie beaucoup et où la galerie forcément prend part énormément. Pourquoi le choix d'Aurélie Pétrel et de Lionel Sabaté? C'est déjà une volonté des deux artistes de donner pour le fonds de dotation Merci. Je pense que Aurélie avait un point de vue sur l'éducation qui est toujours très chère. Et Lionel, c'était aussi un attachement géographique puisqu'il a grandi pas très loin de Madagascar. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui géographiquement se passait. Donc, du coup, voilà, c'était quelque chose qui l'intéressait. Je les remercie d'ailleurs pour leur générosité d'avoir donné à chacun une œuvre. Et la galerie s'est engagée dans ce projet par la présentation qui a été faite par Thanks for Nothing aussi, qu'on suit depuis quasiment les débuts. Et voilà, ça nous a l'action de la famille Cohen nous a touchés et du coup on a beaucoup aimé participer à ce projet. Très bien. Alors, avant de donner la parole à Tout Van Tran, artiste représenté par Aline Reich, j'aurais aimé savoir quel est, selon vous, donc là je m'adresse aux trois galeries, quel est selon vous, dans le futur, plus précisément en France, puisque c'est vrai qu'à l'étranger, toutes les démarches de philanthropie, notamment aux États-Unis, sont perçues de manière très différente, sont vécues et perçues de manière très différente. La place donc de la démarche caritative et philanthropique à destination du champ social par les acteurs du monde de l'art. Et les acteurs, c'est assez large puisque c'est bien évidemment les galeristes, les artistes, les collectionneurs, mais c'est aussi beaucoup les institutions et la place des institutions, leur générosité, leur implication, comme probablement Marine a dû le rappeler au début de cette rencontre. Quel paysage voyez-vous dans le futur pour ce qui est rapporté à la France? Est-ce qu'on sent depuis ces courtes dernières années combien l'implication des artistes, des galeristes, etc., se fait de plus en plus prégnante? Peut-être qu'on peut donner la parole à Justine. Oui, exactement. Je pense que ce qui se passe dans le monde de l'art contemporain, dans le monde des galeries, dans le monde des institutions, reflète ce qui se passe dans notre société d'une manière générale. C'est pour ça d'ailleurs que les artistes sont vraiment au centre de comment on peut imaginer notre société aujourd'hui et dans le futur, les rapports humains, notre vie. Et je pense que d'une manière générale, surtout on le voit avec des générations plus jeunes, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des curateurs, que ce soit des gens comme nous tous. Là, je regarde mes collègues qui sont sur ce Zoom. On est tous peut-être plus ou moins de la même génération et je crois qu'on ressent tous cet engagement et ce besoin de partage et de redonner, de réimaginer ce qui est possible de faire à travers nos activités et que ça ne se limite pas juste à monter des expositions, vendre des œuvres. Au contraire, c'est partager une vision et ça peut se faire de plein de manières différentes et notamment en soutenant des causes qui vont être bénéfiques à tous, qui vont participer à un monde meilleur, qui pourra donner naissance à des artistes, à des voix différentes, à un monde plus durable aussi. Donc, je pense que c'est cette intégration en fait d'élan caritatif, de générosité, de différentes initiatives
va durer et va se renforcer parce que c'est nécessaire et c'est important pour les générations plus jeunes qui vont nourrir le monde de l'art d'aujourd'hui et de demain. Très bien, merci. Grégoire Schnerb, quelle est votre position? Je suppose qu'elle est très proche de celle de Justine Durette, mais... Oui, très proche de celle de Justine, effectivement. Je crois que c'est une question de mentalité, une question d'engagement qui vient soit de personnes, on parle de galeristes par exemple ici, mais je crois que ça vient tout simplement en fait de la réalisation qu'on travaille dans un domaine qui est extrêmement favorisé, où on a accès à des choses extraordinaires et on a accès aussi à des personnes qui sont qui ont les moyens de faire qui ont les moyens de faire la différence et donc de s'engager sur des grands projets comme ça. C'est simplement de rendre un peu de cette chance qu'on a. Pour les projets en France et pour de l'avenir en France, je ne serais pas forcément le mieux placé puisqu'on n'a pas encore d'activité, nous, en France. Mais on est content de venir participer à ce projet de cette manière-là. Je crois que c'est une question de sensibilité, en fait. Je crois que c'est le milieu des arts et c'est souvent dicté par les artistes. C'est les artistes qui nous disent, nous, galeristes, la plupart du temps, ce qu'il faut qu'on fasse. C'est eux qui nous guident aussi et qui nous permettent d'être à l'écoute et d'être sensibles à ce genre de choses. Loïc Guerrier, vous m'entendez? Oui. Oui. Pensez-vous justement que cette parenthèse qui se poursuit, mais du Covid, a été une forme d'accélérateur de prise de conscience de la part de, si on en reste au domaine des galeries, sur les difficultés de certains, les difficultés très lourdes que peuvent rencontrer certains? Oui, effectivement, puisqu'il y a plusieurs ventes caritatives auxquelles on a participé pendant cette période-là, que ce soit en lien avec directement notre monde, qui est le monde de la culture, avec, je pense, à des ventes pour aider les artistes, pour aider des centres d'art. Il y a forcément, là, on se décale avec le fonds d'attention Merci, puisque c'est à notre destination, mais justement, on doit être présent et on doit montrer que la culture peut être là, peut s'ouvrir à d'autres fondements, puisque au final, les artistes eux-mêmes ne s'intéressent pas forcément que à la culture, mais ils vivent dans une société qui est contemporaine et qui intègre l'intégralité du monde. Tout ventral, vous êtes donc représenté par la galerie Aline Reich, comme je le disais il y a quelques instants. Vous avez été finaliste du prix Marcel Duchamp en 2018. C'est vous qui avez, comme certains artistes, souhaité participer et donc offrir une œuvre. Là, en l'occurrence, vous offrez 2 œuvres. Est-ce que comment avez-vous procédé au choix? Qu'est-ce qui vous a entraîné dans cette volonté de faire partie de ce mouvement de soutien autour du fonds de dotation? Merci. Alors, je reviens. Touvan, est-ce que peut-être il faut activer le micro de Touvan, Clarisse? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ah, voilà. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, j'entendais Chloé évoquer le sentiment d'empathie. Et tout simplement, souvent à l'origine de mes élans ou de mes réflexions, il y a ce sentiment qui, pour moi, se transforme souvent en un souhait de répondre comme si j'avais une dette de sentiment envers quelque chose qui me touche.
Ça m'a beaucoup parlé et en fait, c'est tout simplement Blanche de l'Étrange qui fait partie du collectif Thanks for Nothing, avec laquelle je suis proche, qui donc m'a parlé de cette action et voilà, elle cherchait à fédérer autour de ce projet qui m'a touchée. Et puis, il m'est venu comme ça un ensemble d'œuvres qui pouvaient rejoindre possiblement cette action. Et notamment ce travail issu d'une série que j'ai appelée Colors of Grey, les couleurs du gris, qui trouve d'abord son ancrage dans un moment historique, puisque en fait, ces formes que j'ai déployées d'abord sous forme de sérigraphie, puis de fresques, puis enfin sous forme d'aquarelle, reprend un énoncé sémantique qui a été utilisé par l'armée américaine afin de nommer une opération d'épandage totale durant la guerre du Vietnam dans les années 60. Donc, on connaît bien l'agent orange qui a été déversé sur les sols du sud du Vietnam, mais il a existé des opérations totales qui ont consisté à verser plus de 6 dioxines en même temps, l'ensemble regroupé sous le nom trompeur de Rainbow Herbicides. Donc, ces 6 couleurs correspondant à 6 dioxines différentes, allant du rose, blanc, vert, pourpre, violet et orange, avaient comme ça eu un impact dans mon espace mental, dans mon imaginaire. Donc une émotion que j'ai souhaité finalement transfigurer dans des formes que je déploie après dans le champ artistique. Et tout à l'heure, Julien évoquait aussi cette idée du respect des sols vivants. Et pour moi, il y avait un lien comme ça évident avec la position éthique qu'on doit avoir avec notre écosystème, l'écosystème de la nature. Tout ça me parle aussi vis-à-vis de mes recherches autour de l'EVA. Donc cette série, Colors of Grey, consiste à appliquer les 6 couleurs correspondant aux dioxines, les unes après les autres, dans des opacités et des ordres différents, de telle manière à ce que ces 6 couleurs, une fois additionnées, produisent un abattement, une morosité, une mélancolie, un gris. Donc, quoi qu'il arrive, en ajoutant ces couleurs, en ajoutant en fait la merveille, les couleurs de l'arc-en-ciel, il y a automatiquement comme ça cette torpeur, cette annulation. Et donc, un gris inévitablement se crée dans cette série. C'est pourquoi également je propose un diptyque et non pas un seul gris. Pour voir 2, c'est déjà le début d'une multitude de gris possibles. Et donc voilà, vous citiez tout à l'heure le prix du champ. Et donc j'avais réalisé sous forme de fresque 2 couleurs des gris qui se faisaient face au centre Pompidou. Ici, c'est une version où justement la couleur va être absorbée par le papier. Donc, il y a une vraie réaction aussi physique qui est de l'ordre, je dirais, non maîtrisé du médium lui-même. Et donc, pour moi, c'est toujours un équilibre à chercher entre l'ancrage historique, l'espace des idées et en même temps l'expérience esthétique, comment les deux finalement vont se mêler et proposer des moments de relecture en fait des discordes qui ont pu nous toucher. Alors, Anne-Hélène, c'est vrai que quand on voit cette liste d'artistes internationaux de renom, c'est très, très impressionnant d'imaginer combien tous donc, se sont mobilisés autour de cette... du fonds de dotation Merci autour des 3 projets. Aujourd'hui, quel est l'état de la vente? Combien d'œuvres vendues? Quelles projections faites-vous? Sachant que je crois savoir que le dernier jour, voire les dernières heures, sont bien souvent cruciales. La dernière heure étant mercredi 18, donc à 15h. Exactement. Alors, à l'instant, puisque je suis hystérique et que je regarde toutes les 2 minutes l'état de la vente, pour l'instant, on a vendu un peu plus d'1 tiers de la vente, puisque 13 des 30 œuvres sont vendues.
Et il y a des enchères sur d'autres œuvres, mais dont la réserve n'est pas encore atteinte. Maintenant, il faut savoir que, comme pour toutes les ventes aux enchères en ligne, que ça concerne des œuvres d'art sur Sotheby's, que des choses aussi simples qu'on peut trouver sur eBay, ça fonctionne de la même façon. Donc, c'est vrai que c'est les dernières minutes qui comptent le plus. Donc, j'espère qu'un maximum de gens bien intentionnés se connecteront soit sur l'application Sotheby's.com qui est très, très simple à gérer, soit sur le site pour enchérir entre, je dirais, 14h30 et 15h mercredi. Mais en tout cas, déjà, on est très, très content du résultat puisque plus d'un tiers de la vente vendue avant les 24 dernières heures, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup plus qu'une vente classique, en fait. C'est beaucoup plus qu'une vente normale de Sotheby's. Donc, on a déjà dépassé le nombre de visiteurs uniques, le temps passé par chacun de ces visiteurs uniques sur chacune des pages des lots est très important. On a beaucoup de retours. On a beaucoup de retours sur nos campagnes marketing aussi. Donc voilà, déjà, le chiffre est encore meilleur, évidemment, dans 2 jours. Le but étant, évidemment, de vendre toutes les œuvres et de les vendre bien. Très bien. Marine, je crois que vous avez des questions Oui, ben voilà, c'était la transition parfaite. Donc effectivement, on adore ce système. Donc Yamina et moi avons des questions que Clarisse va nous transmettre. Clarisse, tu es avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais, super. Très bien, merci. Alors, donc, on a une première question. Donc, un internaute qui voulait savoir s'il y avait des processus, enfin des résistances, pardon, que ce soit en galerie ou de la part des artistes dans ce processus de rapprochement du monde de l'art et des projets caritatifs. Si vous dans vos expériences personnelles et professionnelles, vous voyez parfois des réticences en fait, qui apparaissent, ou si justement on est vraiment dans une période d'ouverture en fait, à ces projets. Donc, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Touvan, peut-être? C'est vrai que j'ai, pour ma part, déjà refusé de participer à des ventes caritatives. Je considérais finalement que mener des actions personnelles, pas forcément dans le champ de l'art, pouvait aussi avoir un même impact. Donc, j'ai décliné une proposition, mais elle venait de Leonardo DiCaprio et je n'étais pas bien sûre de l'ensemble des enjeux. Et en tant qu'artiste, c'est vrai je me pose beaucoup cette question de l'adresse, à qui j'adresse le travail, parce qu'on est entre le monde extérieur et l'intériorité. Donc voilà, je pense que cette question de l'adresse est aussi importante, comment de notre intériorité on arrive à petit s'ouvrir et interpeller comme ça le monde extérieur, comme disait Duras. Donc je pense que c'est une question de confiance aussi. En tout cas là, pour moi, il s'agissait de sentir une attention, un cadre qui permettait que à la fois le travail, à la fois l'action pouvait se lire dans de bonnes conditions, entourée de personnes que j'adore. Voilà, je pense que c'est... Et puis, les actions, parfois, nous parlent plus que d'autres. Et ici, c'est vrai que elle me parlait particulièrement de l'éducation, le travail de la terre. Et tout ça se retrouve beaucoup dans des associations que je suis au Vietnam aussi. Donc, pour moi, ça a été évident là. Mais je peux comprendre qu'en tant qu'artiste, on puisse parfois ne pas se sentir à l'aise dans ces démarches. Alors, moi, je prends la parole pour intervenir. Je continue mon nouveau procédé. Et donc, nous avons la Marguerite Duras. Parce que quand même, il faut indiquer que c'est une des plus grandes penseuses et auteurs contemporaines. Donc, je suis ravie, Touvan, que tu en parles. Parce qu'en effet, on peut dire qu'elle fait une forme de synthèse avec ses œuvres complètes. Hop, je les ai. Les œuvres complètes de Duras. Ah ouais, mais je peux tout sortir de cette... C'est formidable. Une collecte à moi toute seule, n'hésitez pas. Et non, parce que Duras, effectivement, on parle de la place de la culture et de la culture engagée. Et en fait, c'est un travail
qui traverse toute son œuvre, à commencer par Un barrage contre le Pacifique, mais aussi la douleur. Et c'est mon moment critique littéraire et je laisse maintenant la parole aux gens du monde de l'art. Clarisse, as-tu une seconde question? Oui, on a une seconde question si on a fini avec donc, la première. Donc, vous parliez d'empathie, Touvan, mais ça ouvre aussi la réponse à d'autres intervenants, bien sûr. Est-ce que vous pensez que les circonstances actuelles et donc la crise sanitaire poussent à l'empathie? Et est-ce que vous pensez que cette crise va justement pousser vers un engagement caritatif plus présent? Alors, qui souhaite commencer? Grégoire, vous souhaitez intervenir? Peut-être, je sais pas. Oui, je pense qu'il y aura, malheureusement, il y aura forcément, avec la crise qui commence et qui va continuer, on imagine très bien qu'il va y avoir un besoin, en tout cas de plus en plus grand, c'est évident, pour des entreprises comme celle-ci. Donc, il y aura beaucoup de demandes, ça c'est certain. Et je pense que ça a réveillé, effectivement, peut-être que cette crise-là en particulier a réveillé des sentiments chez un certain nombre de personnes qui participent, par exemple, ici à ce projet, c'est-à-dire que c'est peut-être ce besoin, un besoin renouvelé de partage et de lien, en quelque sorte, quand on se retrouve tous enfermés chez nous à être... à voir toute la limite et tout le besoin qu'on a de créer ces liens. Donc, je pense que c'est encourageant, ouais, je pense. Très bien. Merci. Est-ce que d'autres représentants de galeries souhaiteraient prendre la parole à ce sujet? Justine, peut-être, au hasard. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Grégoire. Je pense, pour revenir aussi par rapport à ce qui a été dit au début, c'est vrai que cette vente s'est mise en place dans un contexte difficile, enfin qui était censé avoir lieu en avril, avec maintenant la fermeture des galeries, des musées, de toutes les institutions qu'on connaît et qui nous nourrissent. Donc, et je pense justement c'est d'autant plus un moteur pour une mobilisation, on l'a vu durant cette période. Je pense qu'on va continuer en effet de le voir. Il y a une prise de conscience, c'est certain, et on peut espérer que ce ne sera pas juste un retour au monde d'avant, entre guillemets. Évidemment, on en parle beaucoup à tous les points de vue, mais je pense que c'est nécessaire pour nous tous justement d'utiliser cette période et de voir ça comme une opportunité de repenser ce qui est possible. Bien sûr. Ok. Clarisse, est-ce que tu as une dernière question ou est-ce que Loïc, tu voulais prendre la parole? Oui, effectivement, comme disent mes collègues, mes confrères, on se doute que de plus en plus, on peut être sollicité parce que justement, il faut continuer les efforts auprès des plus démunis. Et il faut que ça passe forcément comme nous, ce qui nous a beaucoup touché avec le fonds de dotation Merci, c'est par l'éducation, par la culture. On peut, nous, de notre côté, apporter des choses différentes et apporter vraiment une aide grâce à notre domaine qui est important dans la vie de tous les jours. On n'est pas essentiel en ce moment, enfin en tout cas en France, nous sommes fermés, mais on reste essentiel dans la vie de tous les jours des gens. Sans culture, on peut pas. Donc voilà, vraiment aider comme on peut avec notre domaine. On fait de notre mieux. Merci beaucoup Loïc. Et donc Yamina, Duras et moi, et attendez, et Mohamed, ma mère et moi,
Nous vous remercions et le projet Heaven. Je peux vraiment tout faire. On vous remercie tous pour votre participation à ce talk. Je suis vraiment ravie que vous ayez tous été réunis malgré les circonstances. On l'a beaucoup dit pendant cette soirée et ce moment ensemble. On est ensemble, mais effectivement, on est quand même séparés. Et j'avoue que pour à la fois la présentation des arts et la présentation de ce projet, on aurait évidemment adoré se retrouver tous ensemble. Le monde en 2020 fait qu'on fait des Zooms plus des FaceTime. C'est quand même, et des click and collect, n'oubliez pas. Donc, c'est quand même un nouveau monde auquel on doit faire face. Mais en tout cas, je trouve que ce qui est très réjouissant et ce qui nous réunit ici, c'est bien sûr cette culture engagée, ce monde de l'art engagé, la prise qu'ont les artistes sur la société. Évidemment, Tuval le disait avec beaucoup de délicatesse et le travail que tu nous as généreusement offert en est la meilleure démonstration. C'est comment revenir sur une histoire, comment revenir sur son histoire, comment revenir sur la société, comment le traduire par les arts, par le symbole, par l'imaginaire, par la création et par les formes, puisque c'est bien ça ce dont on parle, la création par les formes, dépasser et retrouver aussi, grâce à la voix des artistes, un autre rapport au réel. Donc vraiment, Tuval, je te remercie infiniment d'avoir été parmi nous. Je sais qu'effectivement, tu l'as dit de façon très honnête, parfois c'est difficile pour les artistes de participer à des ventes aux enchères, de s'y impliquer. Moi, je conclurai aussi sur cette donnée, c'est-à-dire que en ce moment, et en fait on en a parlé avec Yamina, ici présente pendant le week-end pour préparer ce talk, on entend beaucoup effectivement parler du click and collect pour les librairies et on s'en réjouit que Duras puisse être acheté Duras. Franchement, en ce moment, c'est vraiment parfait pour tout. Lisez peut-être pas la douleur, qui est son témoignage sur la sortie des camps de Robert Antal. C'est un petit peu difficile en ce moment, même si c'est essentiel. Mais voilà, on parle beaucoup effectivement des librairies, de la situation des librairies. On entend très peu en fait de prise de parole sur la situation des musées, sur la situation des galeries et bien sûr les artistes qui se retrouvent aussi dans une situation compliquée. Donc je sais toute l'implication que ça a été pour chacun de poursuivre, comme le disait Anne-Sara en introduction, cette vente caritative, y compris dans un contexte compliqué où voilà, les galeries et les artistes doivent continuer leurs actions. Donc, je vous remercie infiniment parce que je sais très bien ce que ça représente. Et surtout, puisqu'on est à l'heure de la solidarité, et bien moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est aller sur le site des galeries, regarder le travail des artistes qui défendent au quotidien. Vous pouvez faire ça dès maintenant et dès mercredi 16h. En fait, allez sur le site de Sotheby's jusqu'à mercredi 15h. Bider sur les œuvres que tout le monde nous a généreusement offertes et puis continuer à soutenir les artistes puisque effectivement dans cette période ce sont eux aussi qui nous amènent à considérer les choses et à avoir une autre interprétation plutôt que cette pardon de le dire comme ça mais ce foisonnement de mauvaises nouvelles et de chiffres d'immédiateté avec lesquels nous n'avons pas forcément le temps de prendre de la distance. Les artistes permettent aussi d'appréhender cela avec beaucoup plus de distance, de réflexion et de travail comme Tuval nous l'a expliqué tout à l'heure à propos de son œuvre. Voilà, en tout cas, merci à tous de votre participation. Il y a donc jusqu'à mercredi 18 novembre à 15h pour enchérir sur les œuvres et il y en a encore qui méritent d'être soutenues et qui peuvent intégrer de très belles collections et on espère tous que vous serez avec nous jusqu'à ce jour-là. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci Yamina qui est avec nous ici. Et voilà, et j'espère qu'on pourra continuer ensemble, évidemment, les projets du Fonds de dotation Merci, pour lesquels tous ces projets et toutes les œuvres ici présentes vont permettre de financer les actions. C'est 10 ans de bilan, comme je le disais, et il y a encore 10 belles années et bien plus encore à écrire à Madagascar, avec le projet de la ferme de l'Envol et avec l'accueil des réfugiés, qui est évidemment, Duras en parlait déjà, hop, elle revient parmi nous. Évidemment qu'on ne peut pas fermer la porte à des populations qui doivent être accueillis et qui ont des savoir-faire exceptionnels. Et grâce au projet Horizon, c'est tout un village qui pourra être redynamisé grâce au savoir-faire des réfugiés. Et comme on disait, we dream under the same sky et let's join with heaven. Et ça, c'est peut-être la meilleure conclusion qu'on peut offrir à Oliver Beer qui nous a offert cette œuvre. Merci à tous. Merci.